Amis du jardin, bonsoir. Bienvenue à la conférence de vidéo de ce soir. Je reçois Francis, que je vous ai déjà présenté, architecte de jardin. Il adore partager ses connaissances de terrain avec tous ceux qui le désirent. D'ailleurs, il anime de nombreuses conférences pour les cercles horticoles. Ce soir, il va nous parler des plantes d'intérieur de saison, comment les entretenir, c'est-à-dire, il va vous montrer quelques exemples, azalées, poinsettia, donc rose de Noël, cyclamène, orchidée phalaenopsis, etc. N'hésitez pas à lui poser vos questions, il y répondra pendant la conférence ou juste après. Bonne conférence. Maintenant, je laisse la parole à Francis. Francis. Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais vous parler ici des plantes d'intérieur. En général, ce que j'ai comme plante pour l'instant, j'ai pris les fleurs de saison. Donc, des fleurs de saison, ce sont toutes des plantes d'hiver. Des plantes telles le cyclamène, le poinsettia, l'azalée. Ce sont des plantes qui, en général, fleurissent en hiver, des plantes de jours courts et de périodes froides. Et c'est là, on en parlera tout à l'heure, que le problème se trouve. Donc les plantes d'intérieur, c'est pas très ancien dans la décoration, parce que, en général, les plantes d'intérieur varient, ou du moins la vente des plantes d'intérieur varie avec la condition humaine. C'est-à-dire que les personnes pauvres ont en général des petites maisons, pas beaucoup de luminosité, des petites fenêtres, donc pas beaucoup de fleurs, puisque une plante ou une fleur doit avoir la luminosité pour se développer. Donc dans les maisons de personnes, on va dire, aisées ou riches, ben là il y a beaucoup plus de place, de grandes fenêtres, parfois certains ont construit aussi des serres pour cultiver leurs plantes, et alors à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de plantes. Alors, lorsque l'on regarde, il y a plus ou moins un siècle, les plantes que l'on trouvait à l'époque, ben, on trouvait surtout, on va dire ici, le Sapolia. Donc, le Sapolia, c'était une plante relativement courante. On avait aussi la sansevieria, les sansevieres qu'on appelle aussi les langues de belle-mère ou les couteaux. C'était des plantes qui supportaient tout, le noir absolu, la sécheresse, et on pouvait leur apprendre à nager tellement on les arrosait, elles poussaient quand même. Alors on avait un peu de bégonia, notamment le bégonia rex. À l'époque, le bégonia gracilis que l'on a actuellement dans les jardins en été, on les retaillait à 2 cm au-dessus de la motte et à ce moment-là, ils passaient l'hiver à l'intérieur et ils fleurissaient tout l'hiver. C'était des plantes aussi d'ombre, de mi-ombre. On avait aussi le clivia, que tout le monde connaît sous le nom de Saint-Joseph. Donc ça c'était des plantes également, on va dire, classées dans les increvables. Donc actuellement, la culture de ces plantes-là, notamment le clivia et la sansevieria, sont tombées en désuétude parce que premièrement, faut les aimer. Deuxièmement, comme elles vivent longtemps, on ne les remplace jamais. Et alors là, le commerce, il voit quand même des problèmes. Ce sont des increvables en fait. Des increvables. Alors, actuellement, les grands voyages vers l'Amérique, vers l'Asie, sont passés également dans la culture des plantes. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on retrouve des orchidées comme le phalaenopsis. On a ici le poinsettia qui fleurit actuellement. Donc ce sont des plantes qui, chez nous, sont cultivées en annuel ou en bisannuel, mais si vous allez à Ténéré, vous allez au Kenya, vous mettrez à l'ombre en dessous d'un poinsettia. Un poinsettia peut faire 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur. Donc vous voyez qu'à chaque type de plante, on est arrivé à les acclimater. Alors,
pour nous une plante, on va dire, qui est annuelle dans son pays d'origine. 9 fois sur 10, elle est vivace. Et alors, bien entendu, il y a également des contraintes, parce qu'il faut savoir que lors des grands voyages de Christophe Colomb et après, avec les conquistadors espagnols, on a pillé des hectares de champs d'orchidées pour les charger dans les transports de l'époque, qui étaient des bateaux, et personne ne s'était rendu compte que les bateaux mettaient 6 mois ou 1 an pour revenir de l'Amérique jusqu'ici. Rendez-vous compte, 1 hectare de Phalaenopsis ou de Cymbidium qui est chargé en vrac dans un bateau, ben, quand ils sont arrivés à Madrid, près du roi d'Espagne, sur un bateau complet, il restait 2 plantes vivantes. Et alors, au fur et à mesure des années, il y a eu des conventions internationales qui ont fait que certaines plantes sont protégées, et actuellement, notamment, les orchidées sont protégées, et c'est pour cela qu'il a fallu développer de nouveaux systèmes de multiplication pour avoir de nouvelles orchidées, puisqu'il est interdit d'être prélevé dans la nature. Alors, bon, on a toutes les plantes qui sont ici. Bien entendu, l'idéal serait d'avoir une maison sur un pivot et pouvoir faire tourner son habitation comme le soleil tourne pour ses plantes. Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu utopique. Et on a des plantes qui vont devoir végéter, soit ou pousser aux 4 points cardinaux. On va commencer par le nord. En général, le nord, il fait froid. Deuxièmement, il fait sombre, surtout en hiver. Donc, on ne va pas mettre beaucoup de plantes fleuries au nord. Qu'est-ce qu'il va pousser au nord? On va avoir des plantes éventuellement comme le cyclamen, l'azalée, bon, qui sont des plantes fleuries, mais qui aiment bien le froid. Excuse-moi, le cyclamen, c'est ceci, tout le monde connaît, et l'azalée, ceci, voilà, qu'on pouvait même trouver en variété à l'extérieur, mais d'autres variétés bien sûr. Voilà. Donc, en plein nord, on va mettre des plantes qui supportent un climat plus frais. Ici, le cyclamen et l'azalée, en général, sont cultivés en extérieur ou en serre froide. En serre froide, cela veut dire que c'est une serre où la température va descendre aux environs de 3 à 5 degrés. Et là, vous aurez déjà des plantes qui vont être résistantes. Les azalées, en général, la culture se fait en extérieur, en pleine terre ou en couche, et c'est seulement pour la floraison qu'on les rentre en serre, et à ce moment-là, avec un peu plus de chaleur, la floraison commence à se faire. Donc quand on vous dit déjà que ce sont des plantes d'extérieur, vous pouvez bien penser qu'il y aura de gros problèmes à l'intérieur des maisons, parce que je ne vois pas qui va garder une température de 8 ou 10 degrés dans sa salle à manger uniquement pour conserver une azalée ou un cyclamen. Donc, plus vous allez augmenter la température, puisque ce sont des plantes de serre froide, ben, plus court sera leur vie en intérieur. Donc, on va prendre le cyclamen ici. Le cyclamen, si vous le mettez à 18, 20 ou 22 degrés, oh, il n'y a pas de problème, il va pousser très très bien. Il faudra l'arroser abondamment. Les feuilles vont bien se développer, la tige va presque doubler de longueur, les fleurs également un peu plus, mais au bout de 15 jours, la plante elle va commencer à s'étioler, elle va s'ouvrir comme ceci, on va voir le centre, et en 1 mois de temps, ce sera fini. La plante, vous pourrez l'oublier. On ne va pas l'oublier complètement parce que si, après la floraison, on la conserve, on la remet en serre froide ou dans un garage un peu à la lumière, et à ce moment-là, on va diminuer les arrosages,
la plante va continuer à pousser, à végéter, et à ce moment-là, elle va continuer à vivre au ralenti, mais elle ne sera plus présentable pour être, comme ici, on va dire, au milieu de la table ou en décoration. Donc, l'entretien ou le soin donc, du cyclamen ici, c'est que lorsque le cyclamen va commencer à s'étioler ou la fleur commence à faner, parce que vous avez toujours les fleurs qui fanent, la seule chose à faire, c'est de prendre la fleur et d'un coup sec, voilà, enlever la fleur avec la haube florale. Et à ce moment-là, les petits boutons qui sont à l'intérieur vont continuer à se développer. Attends, je montre les petits boutons là, qui sont prêts. Donc les petits boutons vont continuer à fleurir. Également, celui qui a un peu l'âme horticole peut aussi essayer de semer du cyclamen. Donc ici, on a la fleur de cyclamen. Lorsque la fleur va commencer à se faner, on va avoir les pétales qui vont tomber. À ce moment-là, on aura un petit bouton comme ceci qui va venir sur la plante. Au bout de la tige, ce sera une boule diamètre d'un petit pois, voire parfois comme une petite noisette. Et lorsque le bouton va être bien brun, bien noir, à maturité, vous récoltez votre bouton. Vous avez les petites graines qui sont à l'intérieur, c'est une question de 700-800 graines au gramme qui se trouvent dedans. Et alors à ce moment-là, vous les semez en intérieur, donc dans une caissette. La caissette, vous la faites ici, on va dire comme le pot qui est ici. Vous avez du terreau ici, ce sont déjà 5 dans le pot, mais ce sera le même terreau, un bon terreau normal, amélioré avec soit un peu de perlite ou un peu de frigolite. Oui, de perlite, donc voilà ce qu'est la perlite. Donc c'est un matériau naturel que l'on trouve très léger, très léger, on le trouve souvent avec le mica. Ça ne pèse rien, hein, en tout cas. Non, ça pèse plus ou moins 8-10 kilos les 100 litres. Donc, Et alors à ce moment-là, vous avez les petites graines, vous les posez sur la terre, légèrement damez la terre, vous mettez un plastique dessus ou un morceau de vitre pour les faire germer. Et à ce moment-là, vous commencez votre culture du cyclamen. Excuse-moi, c'est ça qu'on appelle à l'étouffer alors? Oui, c'est à l'étouffer, c'est pour faire le système, on va dire, d'une mini-serre. Donc à ce moment-là, il faut surtout veiller à ne pas avoir le terreau qui est trop humide, parce que si le terreau est trop humide, à ce moment-là, il faudra ouvrir la vitre ou le sachet en plastique pour aérer et évacuer le trop d'humidité parce que vos graines risquent de pourrir. Et alors, au bout d'1 mois, 6 semaines, la germination est fort irrégulière. Vous aurez des petites plantules qui vont sortir. Le travail, ce sera après, une fois qu'elles font à 2 cm, ce sera déjà repiquer une première fois. Elles se développent, elles font elles poussent un peu, on repique une deuxième fois, une troisième fois. Et au stade final, après 6 mois de culture, on va dire, on a des petites plantules, des petits mini cyclamens avec 2 feuilles ou 3 feuilles. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'il faut leur faire passer l'hiver à une température normale parce que vous aurez une petite bulbille. Pardon, mais tu parles de température normale, tu veux dire quoi? C'est-à-dire une température normale, ça va être une température de 7-8 degrés pour pouvoir l'arroser un peu et qu'il continue à survivre. Parce que on aura une petite bulbille qui va être, on va dire, de la grosseur d'un œuf de limace, un œuf de ver de terre, donc c'est très très petit. On va dire un peu le diamètre ici de 2-3 mm. Et le bulbe n'a pas suffisamment de réserve pour passer l'hiver en plein air, donc il faut continuer à faire la culture pendant une année.
Et celui qui a la patience aura un cyclamen comme ceci au bout de 3 à 4 ans de culture. Donc, c'est du travail de longue haleine. Francis, est-ce que je peux te poser une question? Oui. En fait, je n'ai pas très bien compris. Pour avoir des graines, c'est une fois que les feuilles sont tombées, tu dois les laisser mûrir sur le plant. Quand les pétales tombent, Oui. donc la fleur est arrivée à maturité, les pétales tombent, il y aura eu fécondation soit par un insecte ou une mouche qui se promenait dans la pièce, ou éventuellement par fécondation naturelle, c'est-à-dire rien que de secouer un peu la plante, c'est un peu comme les tomates, on secoue la plante, le pollen va tomber sur une autre fleur, et à ce moment-là, la plante elle est fécondée. Et puis on laisse grossir et on aura, on va dire, un petit pois ou une noisette qui va venir au bout de la tige. Mais donc on n'y touche pas, on le laisse. On n'y touche pas, on le laisse arriver jusqu'à maturité. Bon, ça peut prendre 3 mois, 4 mois, ça c'est la plante qui décide. Et alors quand on voit que le bouton où il y a les graines commence, on va dire, à changer de couleur, à pourrir, bon ben ça c'est le moment de récolter, c'est que la maturité est faite. D'accord. Et si je peux me permettre encore une question sur les cyclamènes, parce que j'ai Francis, j'ai le son qui nous pose une question. J'ai des cyclamènes dans des balconnières, mais j'aimerais bien les mettre en pleine terre. Est-ce que c'est la même variété de cyclamènes pour l'extérieur que pour l'intérieur? Non. Non, non, ce ne sont pas les mêmes variétés. Vous avez le cyclamen d'extérieur, et alors vous avez le cyclamen ici qui est qu'une plante d'intérieur. Donc vous n'avez que cette variété-là comme plante d'intérieur. Donc vous avez les autres cyclamens qui sont des plantes d'extérieur. Et notamment le bulbe d'un cyclamen d'extérieur peut faire jusque 12 à 20 cm de diamètre. Et en général, les cyclamens d'extérieur ont souvent une couleur lilas claire et ils grainent d'eux-mêmes et se ressèment. Donc en général, le cyclamen d'extérieur, on plante le bulbe en général vers le mois d'août, mois de septembre. Et alors, il refleurit en général vers le mois d'août, septembre de l'année suivante. Moi, j'en ai à la maison qui sont actuellement encore en fleurs. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque l'on plante 3 ou 4 bulbes, au bout de 4-5 années, on a une colonisation qui peut faire jusqu'à 1 demi-mètre carré parce qu'il y a la fécondation naturelle ou la fécondation croisée entre deux plantes qui se fait. À ce moment-là, les graines arrivent à maturité, elles se ressèment directement dans le sol et elles germent sur place. Une fois qu'elles ne sont pas dérangées, à ce moment-là, ça vous refait des plantes. Et le cyclamen d'extérieur, c'est une plante d'ombre ou de mi-ombre. Préférence mi-ombre dans un sol terreau de feuilles, même semi-acide. Donc, si j'ai un cyclamen comme ça, pas question de le mettre dehors. Enfin, à aucun moment. Si. Bon, comme il est ici, lorsqu'il va arriver à maturité et que l'on n'a plus de feuilles, à ce moment-là, toutes les feuilles s'étiolent, elles vont commencer à sécher l'une derrière l'autre. Et quand tout sera disparu, on garde rien que l'oignon, le bulbe, donc dans le pot, et on le laisse en place jusqu'au mois de juillet. En général, on le laisse dans le pot comme il est tel quel jusqu'au mois de juillet. Bien entendu, au fur et à mesure que les feuilles commencent à s'étioler, il faut diminuer légèrement les arrosages. Donc, il ne faut pas arrêter l'arrosage net. Donc, on diminue. Au lieu d'arroser une fois par semaine, on arrose une fois toutes les 2 semaines et puis une fois tous les 3 ou 4 semaines pour sevrer la plante. Une fois qu'il n'y a plus de feuilles, on laisse l'oignon dans le pot et à partir du mois d'août, on va ressortir l'oignon du pot. On va donc ici, vous avez la motte. Donc la motte est complètement sèche. Et alors, à ce moment-là, l'oignon qui est dedans
va être enlevée, la motte, on va la jeter sur ou émietter le terreau et alors jeter ça sur le compost, sur le jardin et alors remettre du nouveau terreau avec un peu de perlite ou la vermiculite. Bon, la perlite, c'est un genre de petits cailloux blancs qui qui aèrent convenablement le terreau et facilitent l'enracinement. Ça ne se dégrade pas dans la terre et à ce moment-là, bon, on le remet en culture à partir du mois de fin juillet, le mois 15 août, pour commencer à le cultiver. Donc on va remettre l'oignon. L'oignon, on ne le plante pas complètement dans la terre, on le met de moitié dans la terre et il va s'enraciner, il va commencer à se développer. Et au fur et à mesure, bon, tout en n'oubliant pas que c'est une plante de serre froide, il va se développer et vous aurez de nouvelles fleurs. Comme toutes les plantes, il ne faut pas oublier que ça boit et il faut l'engraisser, lui, il faut mettre quand même un peu d'engrais. Donc de l'engrais, soit vous mettez de l'engrais que vous achetez en bouteille tout préparé, ou alors vous pouvez mettre un peu de sable desséché ou de poudre de corne qui sont de la sorte, donc ici, des dissolutions relativement lentes. C'est très bon pour les plantes. Et alors à ce moment-là, bon, ben ça pousse. Bon, contrôler l'arrosage toujours en corrélation avec la température. S'il fait chaud, il faudra arroser plus. S'il fait frais, il faut arroser moins. Je pense quand même que l'arrosage ne doit pas se faire là au milieu. Non, il doit se faire sur la terre. En général, l'arrosage du cyclamen, au départ, bon, lorsqu'il n'y a pas de fleurs, on peut arroser sur les feuilles. Et alors après, bon, il suffit de lever un peu les feuilles et avec son arrosoir, un arrosoir à bec, on arrose le terreau ou alors on le met dans une soucoupe. On met une soucoupe d'eau. Lorsqu'on arrose dans la soucoupe, il est toujours aussi préférable de bien arroser, mettre le cyclamen, on va dire, dans un seau d'eau pendant une demi-heure pour qu'il reprenne de l'eau. Et puis alors on le laisse égoutter un peu, on le remet dans la soucoupe. Le lendemain, on arrose de nouveau dans la soucoupe, mais ne jamais laisser de l'eau perpétuellement dans la soucoupe. Il faut aussi que les racines du bas du pot puissent respirer. N'oubliez pas que ce n'est pas une plante aquatique. Oui, d'accord, ça va. Parce que c'est vrai que c'est réputé difficile de culture, hein, quand même en général. Merci pour le cyclamen. Voilà. Alors, vous avez également, en même temps, vous avez l'azalée. Hein, donc, l'azalée, ici, c'est... bon, il faut savoir que les azalées, il y a deux variétés d'azalées. Donc, on a l'azalée japonaise, qui est l'azalée à petites feuilles. Ici, c'est un cultivar, donc l'azalée japonaise. Et vous avez également l'azalée mollis, qui est aussi une plante d'extérieur, que l'on plante dans les massifs avec les rhododendrons. L'azalée mollis, elle vient de Chine et elle perd ses feuilles dans les couleurs, donc c'est une plante d'extérieur, couleur jaune, rose, blanc, rouge, à petites fleurs ou à grandes fleurs. Et alors ici on a l'azalée, dite azalée japonaise, qui, suivant les variétés, peut varier de 60-80 cm de hauteur jusque même, j'ai vu des pyramides qui faisaient 6 mètres de hauteur et 5 mètres de diamètre. C'était au temps des floralies gantoises et là les cultivateurs avaient des plantes qui avaient parfois jusqu'à 60-80 ans de culture. Moi j'ai connu un cultivateur d'azalées qui a continué à cultiver les azalées de son père et de son grand-père, et elle ne sortait qu'un mois tous les 5 ans pour aller aux floralies gantoises. Oh là là, bah dis donc. Donc vous voyez ce que ça pouvait coûter, parce que même la plante qui restait dans la serre, il fallait la retailler, il fallait la soigner, et pour un mois d'exposition.
Alors, ici, bon, ben, l'azalée, c'est une azalée japonaise. L'azalée japonaise, elle est semi-rustique. Il y a des variétés qui sont un peu plus rustiques pour l'extérieur, mais à condition d'être quand même abritées du vent du nord, donc de la bise. Alors, ici, l'azalée, le problème qu'il y a pour commencer, c'est que l'azalée, c'est une terre de bruyère, plante de terre de bruyère. Donc, il faut déjà, il ne faudra pas la mettre dans du terreau. Il faudra acheter soit un peu de terre de bruyère, si vous en avez. Prête à l'emploi, quoi. À l'emploi, ou alors, si vous passez la frontière, c'est vendu sous le nom de Rodohum. Donc, en général, ce sont souvent des grands sacs violets, et c'est écrit en grand Rodohum. Ça, c'est de la terre de bruyère, mais de profondeur. Donc, il coûte un peu plus cher, parce que, bon, il faut savoir que la terre de bruyère, on la sort dans les tourbières. En surface, il y a encore les plantes. En dessous des plantes, dans la première roue, on a la tourbe blonde, et plus on descend, plus la tourbe devient noire. Plus elle est vieille, plus elle devient noire. C'est le contraire de nous. Plus on devient vieux, plus on devient blanc. Mais ça, on ne sait rien y faire. Et alors, à ce moment-là, bon, vous avez la vraie terre de bruyère pour empoter votre azalée. Autre chose qu'il faut également savoir, c'est qu'une azalée qui a soif, en général, n'aura soif qu'une fois. Ce qui veut dire que lorsqu'une azalée a soif, donc on est séché très fort la motte, elle va commencer à perdre toutes ses feuilles. Et une azalée qui a perdu ses feuilles ne refait pas de feuilles sur le bois. Elle ne va refaire des feuilles qu'en terminaison de tige. Donc vous aurez une azalée qui va être complètement dégarnie du bas et vous n'aurez que quelques feuilles qui sont en fin de tige. Pas donc, très beau, quoi. Ce sera loin d'être beau, donc éventuellement essayez de la mettre en extérieur. Si elle reperce au bout d'un an ou de 2 ans, qu'elle reperce un peu en dessous, à ce moment-là, la retailler pour la rabattre, pour essayer de lui redonner une forme, mais souvent, c'est peine perdue. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que je la rôde? Parce que moi, j'en ai déjà eu des azalées, j'aime bien, je trouve que c'est sympa, c'est très joli, parce qu'il y en a même des doubles et tout ça. Mais alors, il y a toujours plein de petits machins qui tombent, régulièrement, au moins une fois par semaine, il y a plein de petits trucs bruns qui tombent. Oui, mais les petits trucs bruns qui tombent, c'est ce qu'on voit ici. C'est l'enveloppe du bouton floral. Ah oui, d'accord. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le bouton floral se trouve dans une enveloppe qui est formée de 3 ou 4, on va dire, écailles. Ah oui, d'accord. Pour le fermer. Et ça, c'est ça qui tombe. En fait, c'est ça. C'est la même chose lorsqu'on a un semis de salade ou n'importe quelle graine, ou même de tomate. Bon, les 2 premières feuilles, ce sont les fausses feuilles, c'est les 2 écailles qui cachaient le cotylédon et qui n'ont jamais la forme de feuille, c'est l'enveloppe qui tombe. Ce n'est que ça. Donc c'est pas grave. Non, ce n'est que normal. Tout simplement. On le secoue, ça tombe à terre. Et alors, question d'arrosage. Bon, l'azalée également, tout comme le cyclamen, n'est pas une plante aquatique, donc il faut l'arroser comme beaucoup de plantes, de préférence depuis le dessus, pour que l'eau descende, parce qu'il ne faut pas oublier que suivant la qualité du terreau, lorsqu'on arrose uniquement dans la soucoupe, il arrive très très rarement que l'eau remonte de la soucoupe jusqu'en surface au-dessus. Or, lorsque vous avez un pot qui se trouve toujours dans une soucoupe avec de l'eau, à ce moment-là, les racines du fond du pot risquent de pourrir. Une fois qu'on a la pourriture, c'est la maladie qui commence à venir dans le pot, la pourriture des racines. Et puis alors on a des champignons, et puis ça monte dans la terre, et voilà. C'est foutu. Alors bon, c'est foutu si on n'y fait pas attention. Si on voit un jour que la plante commence un peu à tourner de l'œil, à ce moment-là, il est toujours temps de la ressortir du pot. S'il est trop mouillé, on sort la motte, on met la motte sur une pile de journaux et c'est le journal qui va pomper le trop d'eau. À ce moment-là,
on émiette la motte en souffle. Donc, Ouais, voilà. la motte. Donc, ici, hein, on voit premièrement que la plante est relativement saine parce qu'on voit que le chevelu, il est bien blanc. C'est là, normalement, qu'on voit la qualité. Donc, vous voyez là, le chevelu, les petits cheveux des racines. Tout ça Donc, ici. la racine, bon, ben, la racine elle est constituée de la grosse racine qui maintient la plante. Sur cette racine, on a des radicelles et au bout des radicelles, on a le chevelu. Et c'est le chevelu qui nourrit la plante parce qu'il n'y a que lui qui a, on va dire, les capteurs pour absorber l'eau. Une question par rapport à ça. Est-ce qu'on vaporise? Enfin, d'ailleurs, le cyclamen, comme l'azalée, on vaporise, non? C'est pas bien, ça. On peut vaporiser, mais je ne suis pas partisan de la vaporisation parce que, bon, lorsqu'on vaporise une fleur qui est ouverte, surtout si c'est une fleur blanche, elle va être tachée. Et alors, une fleur qui a été pulvérisée ou vaporisée et qui garde de l'eau un certain temps, ben, c'est une fleur qui va tacher et puis qui va pourrir au fur et à mesure, surtout si l'eau reste dedans. C'est la même chose. Un autre problème de vaporisation, c'est ici le Saint-Paulia. Hein, donc le Saint-Paulia, bon, c'est une plante. Donc c'est une plante à feuilles très très poilues. Donc vous avez des milliers de petits poils sur les feuilles, ce qui fait que c'est très très doux. Et si on arrose un Saint-Paulia sur les feuilles, surtout le soir, étant donné que les feuilles ne seront pas resséchées pour la nuit, ben, le lendemain matin, on risque d'avoir des feuilles qui sont à moitié pourries ou trois quarts pourries. Donc, c'est déjà là également qu'on rencontre, surtout dans les plantes vertes, le type d'arrosage qu'il faut. La plante, elle montre comment il faut l'arroser. Donc il faut savoir qu'une plante velue ou poilue, ne pas mouiller les feuilles. Une plante ici, comme le spathiphyllum, c'est une plante qu'on peut arroser dessus, sur les feuilles. Et en plus, on voit tout de suite que c'est une plante qui aime bien l'eau. Parce que vous voyez l'inclinaison des feuilles, donc lorsqu'on arrose sur les feuilles, l'eau va suivre la nervure et venir directement descendre jusqu'au pied de la plante. Ah ben oui, c'est ça. Ça, c'est intelligent. Et vous avez d'autres plantes, parfois, notamment dans les Dieffenbachia, ou les crotons. Les crotons, notamment, les crotons, ils ont les feuilles, mais qui ont une tendance à être plus vers l'extérieur. Donc ce sont des plantes qui n'aiment pas trop d'humidité. On a également les ficus, le ficus à grandes feuilles, le belgica ou le robusta, ficus lirata, mais ce sont des grandes feuilles et les feuilles sont toujours comme ceci. Donc ce qui veut dire que quand l'eau arrive, automatiquement elle va descendre le long du tronc, elle va venir au pied de la plante. Lorsque vous avez une feuille ici, voilà, ici, le poinsettia, vous voyez, vous avez les feuilles qui vont vers l'extérieur. Donc, ce qu'il veut vous dire que c'est une plante qui lui faudra de l'humidité, mais qui n'aime pas trop d'humidité. Donc, les feuilles sont mises pour essayer de chasser l'eau vers l'extérieur. Ah oui, d'accord. Donc, c'est déjà là qu'on revoit un peu le type d'arrosage qu'il faut à une plante, tout comme l'exposition d'une plante. Une plante qui a les feuilles tout à fait vertes, c'est une plante qui va aller au soleil et à ce moment-là, elle ne sera pas gênée par la luminosité. Que lorsque vous avez une plante qui va aller à l'ombre ou la mi-ombre, ben là, on va arriver dans des plantes qui vont avoir les feuilles panachées. Donc, soit panachées vert et blanc, vert et jaune, vert et rouge. Vous avez notamment les cordylines qui forment des grandes tiges et puis des très très fines feuilles, des très très fines feuilles au-dessus. Vous avez la cordyline rouge, carrément la feuille rouge, rouge presque noirâtre. Bon, ben, c'est une qui peut aller presque à l'ombre complète,
Mais il faut faire attention parce que là, on aura d'autres problèmes. Parce que même si la l'ombre est complète, il faudra faire attention de ne pas l'arroser trop, ne pas avoir de pucerons et ne pas avoir l'air trop sec. En général, l'intérieur en hiver, c'est surtout l'air trop sec. Mhm. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est que pas de radiateur, en principe, Ben, autour des plantes. pas de radiateur, ou alors si on a un radiateur, il faut essayer d'avoir un humidificateur sur le radiateur, soit posé dessus, soit accroché, pour déjà mettre un peu d'humidité dans l'air. Mais bon, d'un autre côté, c'est souvent plus facile de le dire que le faire. Hein, c'est la même chose si vous avez une orchidée, l'orchidée la Vanda. Donc c'est une orchidée qui fait des très très grosses fleurs, c'est une des orchidées qui coûte le plus cher. Et quand vous avez le Vanda bleu, ben, vous pouvez avoir une plante de Vanda pour 80, 100 euros la plante. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui vit uniquement de l'humidité et de l'air. Donc on la place dans un cajot ajouré, c'est un pot de fleurs ajouré. Les racines sont dedans, c'est juste pour maintenir la plante en place. Et normalement, on devrait la pulvériser 3 à 4 fois par jour, les racines. Ah ben, écoute, je t'interromps parce que là, je pense que ça mériterait même, pour les orchidées, une émission, une vidéo complète. Hein, parce que ça, je pense que l'année prochaine, on fera des heureux, je pense. Hein, et alors, bon, lorsque vous devez la pulvériser, si vous avez un beau meuble en chêne qui est en dessous ou un parquet, vous la pulvérisez 3 fois par jour. Bon, adieu votre parquet. Hein. Évidemment. Et comme aussi, si on a beaucoup de plantes, faire de l'humidité et de l'air, bon, on risque d'avoir les portes qui ne s'ouvrent plus aux armoires ou à porte d'entrée. Bon, ça, ce sont beaucoup des problèmes qui arrivent lorsque on veut suivre à la lettre la culture de plantes. Alors là, il faut quand même y aller fort si on veut faire décoller la tapisserie et tout, quand même. Ben oui, mais bon, on a quand même des plantes vertes. Normalement, on a des orchidées qui vivent dans la forêt équatoriale où il y a entre 80 et 90% oui, c'est vrai. d'humidité atmosphérique. Mhm. Ici, dans un appartement, est-ce qu'il y a 10% d'humidité atmosphérique? Mhm. C'est là le Ça, c'est sûr. problème. Ça, ouais. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas, est-ce que, ici, pour le spatifilium, bon, ben, c'est une plante qui n'est pas compliquée à garder, hein, ça, je pense que c'est une... Elle n'est pas compliquée à garder. Tout ce qu'il lui faut, c'est avoir la motte relativement humide. Et Ça y est, hein, il y est. elle se développe très très bien. Le spatifilum peut même aller en plein soleil, mais ne pas lui mettre le soleil Direct. de midi directement sur ses feuilles. D'accord. Le spatifilum peut également pousser à l'ombre ou à la mi-ombre, mais le problème que l'on va avoir, c'est que la fleur, au lieu d'être bien blanche, elle va reprendre la pigmentation verte. Donc vous ne verrez plus la différence entre la fleur et la feuille. Ça, c'est donc trop de soleil. Non, trop d'ombre. Trop d'ombre, ah oui, pardon. Ah bah, je savais pas du tout. Bonne information. Alors bon, ici, celui qui veut multiplier le spatifilum, ben, il suffit de le sortir du pot et on voit bien qu'en le sortant du pot, on a parfois deux ou trois plantes. On a des racines qui rejettent, un peu qui drageonnent, et à ce moment-là, bon, on ouvre la plante, c'est comme si on divisait une plante vivace, on tire 3 ou 4 portions et on recommence. Ah, Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est un gros problème que j'ai rencontré pendant plus de 45 ans de métier, c'est que les gens, ils ont toujours une tendance à vouloir mettre des pots très grands. Quelqu'un qui va acheter une plante comme ceci, la première chose qu'il va dire, est-ce que la semaine prochaine, je peux déjà la transplanter? Pourquoi la transplanter? Ben parce que on a peur qu'elle soit à l'étroit dans le pot, c'est un petit pot, c'est ceci, c'est ça. Bon, vous avez une plante, voilà. Ici, si vous voyez les racines, bon ben il n'y en a pas
énormément. Donc vous voyez que la plante elle peut encore passer l'hiver comme elle l'est. Il n'y a Elle a assez à manger. aucun problème. Et elle va continuer à pousser. Le problème que l'on a lorsqu'on met une plante dans un pot trop grand, bon, un jardinier, lorsqu'il transplante une plante, c'est 1 pouce de chaque côté. Donc ici, on a un pot de 9, 1 pouce de chaque côté, ça fait 10, ça n'existe pas le pot de 10, mais ça fait 11 avec le deuxième pouce. Et vous mettez un pot de 11. Un pot de 11, c'est les grands pots à géranium. Et là, la plante, elle peut encore repousser pendant entre 3 et 6 mois dans le pot. Plus vous allez mettre des pots très très grands, plus la plante va commencer à faire des racines. Si vous avez été un peu cultivateur, lorsque vous mettez des bêtes la première fois dans un champ, faites une fois attention, les bêtes vont commencer à courir pour voir où se trouve la limite du champ. Avant n'importe quoi. La plante, c'est à peu près la même chose. Vous mettez une plante comme le spathiphyllum ici, dans un pot de 15 de diamètre. Premièrement, c'est pas beau parce que vous voyez, si vous avez ce pot-ci et la plante dedans, la plante, elle est presque plus petite que le pot. Donc, il n'y a pas de proportion pour commencer. Et deuxièmement, la plante, elle va rester dans le pot. Et à ce moment-là, elle ne va faire que des racines. On lui donne beaucoup à manger. Donc, c'est un peu comme nous, parfois, quand on a beaucoup à manger, ben on mange, et puis voilà. Donc, la plante, elle fait beaucoup de racines. Elle ne fait pas, si elle fait beaucoup de racines, donc partie inférieure pousse très fort. La partie supérieure ne pousse pas, elle ne sait pas pousser de deux côtés en même temps. Et à ce moment-là, après 6 mois, vous risquez, si vous ressortez votre plante du pot, d'avoir une plante où vous aurez une très très grosse motte, beaucoup de racines, mais au-dessus, vous n'avez rien du tout comme partie verte. Donc, il faut y aller proportionnellement et en général, après 6 mois, 9 mois, ou après une année, on retransplante la plante. Alors, quand transplanter une plante est transplantée en principe quand elle est fanée, qu'elle n'a plus de fleurs. Donc, quand elle n'a plus de fleurs, c'est à ce moment-là qu'elle entre en repos. Et après, pour pouvoir la transplanter, on lui remet du nouveau terreau, elle redémarre et elle reprépare, elle refait des réserves, elle repousse, et puis elle refait des boutons floraux et elle refleurit. Alors, il faut savoir que lorsque on transplante la plante, il lui faut automatiquement du nouveau terreau, il lui faut de l'arrosage, un peu d'engrais et il lui faut de la chaleur. Une plante qui est transplantée et qu'on oublie soit de l'arroser, soit de lui mettre de la chaleur, si elle ne repousse pas automatiquement ou directement, à ce moment-là, les racines commencent à pourrir. Il y a un arrêt dans la végétation et on a une pourriture dans les racines. Donc, lorsqu'on transplante une plante, il faut qu'elle redémarre automatiquement. Et il faut le faire en principe au printemps. Justement, tu parles de transplanter. J'ai 2 questions par rapport aux orchidées. Ça, c'est une phalaenopsis. Donc, j'ai Xavier qui demande s'il peut rempoter son orchidée qui est en fleurs pour le moment. Et Gercor qui pose la question, il dit est-ce que je peux la transplanter parce que on dirait qu'elle va tomber du pot. Mais je te laisse répondre à cette question. L'orchidée, on ne la transplante pas actuellement. Maintenant, elle est en pleine floraison. Donc, une orchidée, il faut attendre qu'elle soit fanée pour commencer. Deuxième chose, une orchidée, ce n'est pas comme les autres plantes normales, ce n'est pas à transplanter tous les ans. Une orchidée, normalement, peut être transplantée après 3 ans, 5 ans, 7 ans peut-être. Tout ça dépend du substrat qu'on lui a mis. Bon, premièrement, ce n'est pas du terreau. Donc c'est un mélange, voilà, ici, du terreau d'orchidée, qu'on peut le faire soi-même.
c'est de l'écorce de bois résineux, un peu de mousse, un peu de lichen. Du lichen, on voit là le blanc. Donc c'est de la mousse blanche qui pousse sur les arbres. Et alors même un peu de frigolite ou de vermiculite, c'est un peu plus petit. Et alors à ce moment-là, on fait le mélange et on le met dans le pot. Pour transplanter, ou alors quand est-ce qu'on doit le transplanter, c'est uniquement lorsque le substrat qu'on a mis à l'orchidée commence à tourner en poussière. Parce que l'orchidée, dans son milieu naturel, elle ne pousse pas dans des pots. Voilà. Le phalaenopsis pousse dans la canopée, donc tout au-dessus des grands arbres dans la forêt équatoriale. Et là, vous avez l'orchidée qui est posée sur une fourche de bois. Elle fait des grandes racines pour tenir la branche, et c'est seulement au fur et à mesure des années que les feuilles et les morceaux de bois, et parfois les détritus laissés par les oiseaux, font que ça nourrit légèrement la plante. Normalement, moi, j'ai des orchidées, mais elles ne sont jamais sur tuteur. Dans la nature, l'orchidée ne pousse jamais droite. L'orchidée, dans la nature, elle est comme ceci ou comme ça. Donc, on a les feuilles et la tige, elle retombe, elle fait des grands arcs de cercle. Pourquoi est-ce qu'on a l'orchidée dans les pots? C'est uniquement pour la facilité de culture et de transport. Rendez-vous compte, si vous avez les deux branches qui sont ici et qui portent une à gauche sur 30 cm et l'autre à droite sur 30 cm, il vous faudrait une orchidée par demi-mètre carré pour le transport. Donc ici, pour le transport, comme elles sont là, sur un demi-mètre carré, on en met 50-60 plantes. Oui, ça c'est. Oui, d'accord. Donc en fait, toutes ces racines qui sortent, Oui. c'est tout à fait normal. C'est normal Ne vous inquiétez parce pas. que l'orchidée, ici notamment le phalaenopsis, vit en principe de l'humidité de l'air. Ce qui est très bon pour l'orchidée, c'est de temps en temps lui pulvériser ou lui arroser carrément les racines, parce que c'est par les racines qu'elle s'abreuve. Ici, le substrat ne sert qu'à la maintenir droite, sans plus. D'accord. Ah oui, dans le pot, quoi, en fait. Oui, dans le pot. Personnellement, moi, je les mets trempés une fois par semaine dans un évier. Même une fois tous les 15 jours, toutes les 3 Oui, semaines. c'est ça. Maximum, hein, je vous dis. Normalement, on les met dans de l'eau, on la laisse 10 minutes, un quart d'heure. De toute façon, on peut la laisser 1 heure, c'est pas pour ça qu'elle sera mieux. Parce que l'orchidée ne pompe pas de l'eau comme ça directement dans un bassin. C'est uniquement par capillarité que les racines prennent l'humidité de l'air. D'accord. Donc voilà, pour l'orchidée. Oui, Oui, bon, je dans pense. l'orchidée, on peut en parler Oui, pendant 2 heures. mais donc l'orchidée, on fera une émission spéciale, hein, parce que sincèrement, hein, on en va. Mais enfin là, c'est donc ne les transplantez surtout pas quand elles sont en fleurs en plus. Et Franchement, de pas toute génial. façon, la transplantation, c'est une fois tous les 4, tous les 5 ans. Même si vous avez une orchidée qui est dans un beau pot, vous pouvez parfois même laisser 10-15 ans dans le pot. Tout le temps qu'elle fleurit et qu'elle pousse, ça ne sert à rien d'aller la traumatiser pour la transplanter. D'accord. Et je pense aussi, ça, il ne faut pas l'arroser. Quand on l'arrose, il ne faut pas l'arroser au milieu des feuilles. Il ne faut pas l'arroser Oui, au cœur. Si vous arrosez le cœur, elle n'aura plus de cœur, vous l'oublierez. Ce sera sans cœur. Dans en les fait. 2-3 mois suivants, tout sera pourri. Bon, alors moi, je pense quand même que là, la plante vraiment de saison, qu'on va voir dans tous les étals d'ici pas longtemps, c'est le poinsettia, la rose de Noël. Euphorbia pulcheriana. Oui, voilà, ça c'est le nom Ah, c'est son nom. de spécialiste. Mais bon, donc moi personnellement, je vous le dis, pas moyen, chaque fois que j'en ai une, au bout de 15 jours, elle est foutue. Donc, j'espère en apprendre plus en même temps. Bon, oui, ici, le poinsettia, c'est une plante qui lui faut en général 18, 20, 21 degrés. De l'air légèrement humide, parce que si l'air est trop sec,
automatiquement le bout des feuilles va sécher. La fleur, c'est le petit point jaune qui est là au milieu, ça ce sont les fleurs. Bon, attendez, ça va être compliqué à vous le Oui, montrer. c'est Hein, très, parce que ben, c'est très minus, petit, ça, hein. c'est le petit truc au milieu. Enfin, c'est minus. Hein. Il y a quelques petits. Oui, c'est parce que bon, les bractées, bon, la fleur n'est pas encore fort ouverte, elle n'est pas encore à maturité. Autrement, vous avez le cœur qui est jaune ou parfois un peu pointé rouge. Et ça, c'est la fleur. Le reste, ce qui est blanc ici, parce que bon, c'est une variété comme ceci, avec les croisements, bon, on en a, à l'origine, on en avait des rouges, et puis on a eu des rouges avec un peu de noir dedans, du rouge et rose, puis du blanc, du saumon, maintenant on a toutes les couleurs que l'on veut. Et là, ce n'est qu'une coloration de la bractée des feuilles terminales. C'est également une plante de jour court. Lorsque j'en cultivais, automatiquement, on avait tous les poinsettias qui étaient dans la même serre, et la serre était au noir complet depuis 16 heures jusque le lendemain à 8 heures le matin, à une température nocturne de 18 degrés. Et alors, à ce moment-là, bon, ben, automatiquement, la plante, lorsqu'elle arrivait à avoir 10 heures de nuit par jour, donc 10 heures de nuit, 10 heures de luminosité, 14 heures de nuit par jour, à ce moment-là, bon, ben, elle commençait à prendre ses colorations. Si vous voulez, c'est là aussi le problème du poinsettia, c'est que c'est une plante de jour court, et en général, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter un poinsettia, on le met sur la table, la salle à manger. Bon, en hiver, en principe, c'est la salle à manger qu'on éclaire le plus, de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 23 heures ou 24 heures quand on va se coucher. Donc, la plante est à la luminosité, et le lendemain matin, on va dire de 9 heures au matin jusqu'à 24 heures, elle est à la luminosité. Donc, il arrive que certaines plantes reprennent leur couleur verte, puisqu'elles sont à la lumière. Donc, justement, en question de Florence, elle a récupéré, donc elle a gardé depuis l'année passée un petit poinsettia sur sa fenêtre. Et donc, il est très mignon, mais alors il est ouvert. Donc, est-ce qu'il est encore temps maintenant il y a encore de la faire colorer? De toute façon, pour la faire colorer maintenant, bon, il suffit de la mettre au noir depuis 16 heures jusqu'à le lendemain, 8 heures au matin. Et au lieu de la mettre dans sa salle à manger, ben, on a bien une pièce, une buanderie ou un local, ou même à la cuisine, si on ne va pas à la cuisine, où il fait noir un peu plus longtemps. Et à ce moment-là, elle va reprendre sa coloration, soit blanche, soit rouge. Mais alors, si on fait ça, on doit la laisser pendant plusieurs semaines alors? C'est tous les jours qu'il faut la sortir. Ah, il faut la sortir à la rentrée. Oui. Ouais, donc c'est du boulot alors. Nous autres, c'est le boulot qu'on avait pendant 1 mois, 2 mois, tous les jours à 16 heures. Allez, aux plumes. Aux plumes. On avait des grands plastiques noirs qui étaient mis sur des fils, donc on tirait le plastique noir, c'est comme si on tirait des grands rideaux, et puis le matin, il fallait rouvrir, et voilà. Alors, et l'arrosage alors? L'arrosage, il faut que ce soit humide, hein, donc il lui faut toujours de l'humidité. À la rigueur, on pourrait même presque la cultiver ou la conserver dans un cache-pot, un peu comme les azalées ou les cyclamènes, ou même les orchidées, pour faire un peu d'humidité autour de la plante, donc augmenter l'hygrométrie de l'air. À ce moment-là, on prend un cache-pot un peu plus grand. Dans le fond du cache-pot, on met soit de l'argent, soit des petits cailloux. Et celui qui n'a pas d'argent ou de petits cailloux, il fait un peu bricoleur. Vous mettez 2 morceaux de frigolite de 2-3 cm de hauteur. Et on garde toujours de l'eau au niveau des cailloux ou de la frigolite, mais pas des racines, alors. Sans toucher le fond du pot. Et alors c'est cette eau-là qui va commencer à s'évaporer tout doucement et humidifier un petit peu, on va dire
Ça ne vaut pas l'humidité de la forêt équatoriale, mais c'est déjà mieux que rien pour faire l'humidité atmosphérique autour de la plante. Si vous allez chez des producteurs d'orchidées, bon, ben là-bas, les orchidées, notamment les phalaenopsis, ils sont cultivés sur des tables creuses de 40 cm de profondeur, où il y a de l'eau plein le bac, et les orchidées sont placées au-dessus de l'eau, donc on met au-dessus du bac, on met un treillis, et les pots sont placés sur le treillis. Donc, à ce moment-là, on a donc l'humidité atmosphérique qui remonte. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Mais est-ce que j'ai entendu dire que c'était toxique quand même pour les gens? C'est une euphorbe. Le euphorbe, si vous cassez une branche ou bien vous cassez une feuille, ben vous verrez, vous avez le latex qui sort tout de suite. Oui, je vais le faire, mais... Vous pouvez casser une feuille en dessous et là, on voit tout de suite le latex. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite goutte de latex. Donc ça, attention pour vos animaux et vos enfants et vous-même. Le latex, c'est un peu d'opium, donc vous pouvez toujours vous en servir pour voir des éléphants roses. Bon, alors écoute, puisque le temps passe tellement vite dans ta compagnie, bon, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, ont tenté des bulbes. Ce sont des bulbes de jacinthe. En principe, comme il reste un mois, ils pourraient être déjà boutonnés pour Noël. Mais l'astuce, c'est que c'est une plante, c'est un bulbe, et un bulbe pour fleurir, comme ça, un bulbe d'hiver pour fleurir, il lui faut une période de froid. Donc ici, ce sont des bulbes qui ont été préparés chez le producteur. Les bulbes sont mis en frigo ou en congélateur pendant quelques temps, au mois d'août. Et à ce moment-là, lorsqu'ils ressortent de période froide, on les remet, on les plante dans une coupe ou dans un pot. On les remet à la chaleur et comme ils ont passé l'hiver artificiellement au mois d'août, directement quand on les remet en culture au mois de septembre ou au mois d'octobre, vous voyez, ils bourgeonnent et puis la plante va commencer à pousser et fleurir à Noël. Bon, ça peut se faire également avec des tulipes, avec des narcisses. Bon, si vous prenez... Crocus? Non. Oui, mais les crocus, la floraison est vraiment trop courte. Oui, d'accord. Ici, il vaut mieux prendre des tulipes. Donc, dans les tulipes, vous prenez les petites tulipes, les tulipes Grégy, comme Robin Hood et d'autres variétés. Donc, ce sont des tulipes qui vont faire entre 12 et 15-16 cm de hauteur. La même chose dans les narcisses. Vous avez des petits narcisses qui font aussi 12-15 cm de hauteur. Et dans un pot comme ça, ici, on met 4 jacinthes parce que la jacinthe va faire une touffe quand même de 8-10 cm de diamètre. Mais les narcisses, vous pouvez en mettre une dizaine, douzaine là-dedans. Et il n'y a aucun problème donc de culture. Une fois que c'est fini, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aussi leur mettre de l'engrais. Et quand ils sont fanés, on coupe automatiquement l'arbre floral, on laisse les feuilles, on diminue l'arrosage, et comme le cyclamen, et alors on conserve l'oignon que l'on peut planter au jardin. Mais l'année suivante, vous devez bien vous dire que vous n'aurez plus la même fleur. Elle sera nettement moins belle que celle-là. Elle sera moins belle parce qu'elle n'aura pas pris de réserve. Un bulbe à floraison hivernale fleurit avec les réserves qu'il a accumulées l'année précédente. Donc ici, ce sont des bulbes de première culture qui viennent de chez des producteurs hollandais. Bon ben là, ce sont dans les pommes de terre, ce sont des pommes de terre, donc ils sont chargés à 100% de réserve. Il faudra peut-être 20 ou 30% des réserves de bulbes pour faire la floraison. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas remis d'engrais, le calcul est fait pour celui qui saura calculer, 100% moins 31%, il vous en restera 70%, et l'année prochaine, vous démarrez avec, on va dire, un budget de 70% de réserve. Vous en reprenez encore 30% ou 40%, il vous en restera encore pour la troisième année 30%, et à ce moment-là, vous n'aurez plus de fleurs, mais vous aurez de belles feuilles. D'accord, eh ben écoute, je suppose qu'on ne le met pas quand même trop à la chaleur, ça.
pour en profiter. Elles vont filer. Ah oui, ce sont des plantes d'extérieur d'hiver. Oui, c'est ça. Donc, c'est la même Au chose frais, quoi. que l'azalée, que le cyclamen. Plus vous voulez tenir ça longtemps, plus il faut les mettre au frais. Donc ça, c'est la règle Oui, générale oui. pour toutes ces plantes de Mais saison. ici, vous pouvez faut les cultiver un peu plus à la chaleur pour que ça se développe assez vite. Et une fois que la plante s'est développée, en 8 jours, elle peut faire 4-5 cm de hauteur. À ce moment-là, quand vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez déjà l'arbre floral qui sort avec le bouton qui pointe ou qui même pointe couleur. Donc quand il pointe couleur, c'est quand vous voyez déjà de temps en temps un petit point de couleur, soit bleu, soit rose, soit blanc ou orange. Et alors à ce moment-là, vous les remettez un peu au frais pour les calmer et laisser pousser tout doucement au lieu de filer. D'accord. Bon, si vous voulez absolument pour Noël, vous les boostez à la chaleur. Et voilà. D'accord, et bien écoutez, des questions, on pourrait en poser des dizaines, je pense. Donc, moi je vous engage à continuer à poser vos questions. On y répondra demain, dès demain, aux plus pertinentes. Enfin, n'hésitez pas, allez-y gaiement. J'espère que vous en aurez appris plus. Il y a beaucoup de choses à dire. On y reviendra certainement. Donc, vous pouvez revoir et revoir cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. N'hésitez pas. Alors, moi, je vous fais de nouveau un peu de lecture. C'est le moment, c'est l'instant pour les fêtes et tout ça. Donc, notre agenda 2021 est en librairie. Vous pouvez l'acquérir aussi sur notre site. Donc, dedans, des pages d'agenda, un thème par mois, 2 calendriers lunaires. Et alors, la nouveauté, c'est deux pages par mois de Je jardine en ville. Super, vous allez voir, vous m'en direz les nouvelles. Alors, moi, je vous retrouve dans 15 jours en différé, donc mercredi 2 décembre à 20h30. Changement d'heure parce que ça nous semble un peu plus judicieux. Je vous retrouverai, je vous expliquerai comment réaliser un bouquet rond et je vous donnerai quelques astuces pour garder vos fleurs le plus longtemps possible. Alors d'ici là, bonne soirée, portez-vous bien. Merci Francis. Merci aussi. À bientôt, je compte sur vous.